Himmler Rébu était censé mourir pendant le coup d'État de 1989. Tout le monde le pensait terminé. Mais contre toute attente, il a survécu, vivant, intact, comme si rien ne s'était passé. Dans cette vidéo, on va retracer minute par minute ce qui s'est réellement passé durant les dernières heures de ce coup d'État raté. Entre trahison, erreur critique et un détail que presque personne n'a remarqué. Et surtout, nous allons découvrir l'élément précis qui lui a sauvé la vie. Un facteur tellement improbable qu'il change complètement la version officielle. Dimanche au matin, Haïti était confronté à un coup d'État sans visage. Prosper Avril était détesté, la rue était en ébullition et heure après heure, personne ne savait qui avait réellement pris le pouvoir. Aucun discours, aucun leader, aucune revendication, juste la confusion qui régnait à Port-au-Prince, tandis qu'à l'intérieur du Palais national, toute l'opération commençait déjà à s'effondrer. Et au cœur de tout cela se trouvait un homme qui prétendait savoir exactement pourquoi. Le colonel Rébu était présent, au cœur même de l'opération, suffisamment proche pour nommer les responsables, attribuer les rôles et décrire les tâches que chaque officier devait accomplir avant l'aube. Dès qu'il a compris que l'opération avait échoué, il affirme que tout s'est résumé à un désaccord majeur entre lui et le lieutenant-général Biambi. Une fois cette rupture établie, sa mission a radicalement changé. Il ne s'agissait plus de prendre le pouvoir, mais de protéger ses hommes. Il a donc agi rapidement. Il affirme avoir manœuvré pour s'assurer qu'aucun membre du corps des léopards ne soit tué et qu'à l'intérieur du Palais national, il a personnellement négocié pour la vie de ses hommes. Puis un officier a tout changé. Il raconte que lorsqu'il entra dans la partie où séjournait le général Abraham pour s'entretenir avec lui, un autre officier l'aperçut. Ni un ennemi, ni un inconnu. Un collègue de sa promotion, affecté au Palais national. L'officier s'éclipsa par une autre porte, disparut dans la caserne, et en quelques minutes, l'équilibre au sein du palais bascula. Car les soldats stationnés là-bas ignoraient tout de la situation. Le général Biambi ne les avait pas informés. Armés et nerveux, ils apprirent soudain qu'un coup d'État était en cours dans leur propre enceinte. Et cet officier, dit-il, leur a donné un coup méchant. Il annonça à la garnison que c'était le colonel Himmler Rébu qui était venu fomenter le coup d'État. Puis, il ajouta quelque chose d'encore plus dangereux. Il leur dit que Rébu était allié aux communistes, que tous les avantages qu'Avril leur avait accordés seraient supprimés, que tout ce qu'ils possédaient disparaîtrait si l'opération réussissait. C'était le déclencheur parfait. La garnison du palais, d'abord désorientée, devint hostile. Des hommes qui ignoraient tout du plan crurent soudain se défendre contre lui. Et selon Rébu, il ne comprit la véritable raison de cette manipulation que bien plus tard, une fois arrivé en République dominicaine. Car il ne s'agissait pas simplement de panique, il affirme qu'il s'agissait d'une fraude. Le même officier qui a failli provoquer une mutinerie au sein du Palais national recevait, selon lui, de l'argent en son nom d'un autre officier ayant déjà quitté l'armée. Cet ancien officier était persuadé qu'un coup d'État se préparait à son avantage. Il pensait que les mouvements au sein de l'armée visaient à le faire revenir ou à le promouvoir. Mais Rébu affirme que tout cela n'était qu'un mensonge, propagé en son nom et dans son dos. Et le détail qui rend la chose encore plus terrible, c'est la banalité de son début. Il raconte que cet officier l'avait appelé jeudi, quelques jours avant le coup d'État, pour lui proposer un rendez-vous. Rébu avait accepté et lui avait dit de passer chez lui après le travail. L'homme n'est jamais venu. Puis, dimanche matin, au milieu du chaos qui régnait au Palais national, Rébu l'a revu. C'était le moment. L'officier l'aperçoit. Il comprend sa présence. Il court vers les soldats. Il les excite. Il leur dit que Rébu est celui qui cherche à s'emparer du pouvoir. Et soudain, les troupes du palais comprennent quelque chose d'encore plus grave. Leur propre commandant, le général Biambi, est impliqué dans un complot visant à renverser Avril. À ce moment-là, la garnison réagit comme le font les soldats apeurés qui réalisent avoir été entraînés dans une affaire sans explication. Ils confrontent le commandement. Une délégation se rend directement auprès du général Biambi et exige des réponses. Que se passe-t-il ?
Qui est derrière tout cela? À quoi nous demande-t-on de céder? Et selon Rébus, Biambi ne peut pas leur répondre. Ce silence étouffe le coup d'État plus vite que les coups de feu, car face à l'incapacité de Biambi à s'expliquer, les soldats affectés au Palais national refusent catégoriquement. Ils lui font savoir qu'ils ne soutiendront pas une opération qu'ils ne comprennent pas. À cet instant précis, le palais n'est plus sécurisé. La chaîne de commandement est rompue. Les hommes au cœur du plan sont divisés. Et l'opération qui était censée décider du sort d'Haïti s'effondre désormais pièce par pièce. C'est alors que Rébus dit avoir compris. Il prend alors une décision qui change le cours des événements. Il contacte Rodolphe Joisil par radio et lui ordonne de retirer l'unité envoyée pour arrêter le général Avril. Puis, il donne une nouvelle instruction. Il enverra sa propre escouade le rejoindre et Joisil devra conduire Avril au quartier général du corps des Léopards. Il ne s'agit plus d'une prise de pouvoir nette. Il s'agit d'une gestion de crise en temps réel au sein d'un coup d'État qui commence déjà à se désagréger de l'intérieur. Rébus s'empare alors à nouveau de la radio. Et cette fois, il appelle le colonel Lionel Claude. À 6 heures du matin précise, l'opération entière scinda en 2 réalités qui se dirigeaient l'une vers l'autre sur la même route. L'une d'elles était un Range Rover blanc transportant un président capturé qui ne se comportait plus comme un prisonnier. L'autre était une colonne de chars gravissant la colline, envoyée pour le récupérer. Et aucune des 2 parties n'était censée se rencontrer. Car d'après Rébus, il n'y a jamais eu la moindre hésitation quant au sort du général Avril. Cette histoire, celle où ils erraient sans but précis avec lui, incertain, improvisant, est fausse. Le plan prévoyait déjà l'éventualité d'un échec. 3 points de ralliement, prédéfinis, convenus avant toute chose. Si un premier lieu ne fonctionne pas, on passe au suivant. Si le deuxième ne fonctionne pas non plus, on passe au troisième. Sans hésitation, sans improvisation. Tout le monde converge, quoi qu'il arrive. Alors, quand tout a commencé à s'effondrer à l'intérieur du Palais national, Rébus n'a pas paniqué. Il a suivi la doctrine. Il appela le colonel Lionel Claude et lui donna un ordre direct, déplacer le général Avril au point de ralliement numéro 1. Ce lieu n'était pas choisi au hasard, c'était la propre maison de Claude, contrôlée, connue, sécurisée. Mais à l'intérieur de ce Range Rover, il se passait autre chose, parce qu'Avril n'a jamais cessé de travailler. Dès qu'on l'a sorti de chez lui, il s'est mis à parler. Calme, persuasif, sans relâche. Et Claude écoutait, pas pleinement, pas ouvertement, mais suffisamment. Suffisant pour qu'Avril puisse modifier une variable critique. Au lieu de le transporter dans des véhicules militaires, Avril a convaincu Claude d'utiliser son Range Rover blanc personnel. Une voiture que tout le monde à Port-au-Prince reconnaissait instantanément. Cette décision transforme un mouvement clandestin en quelque chose de visible. Maintenant, il ne déplace plus seulement un détenu, il déplace un symbole, à la vue de tous, à travers la ville. Et il y a un témoin. Un sergent dans la voiture entend tout, la persuasion, l'hésitation, le subtil changement de contrôle. Claude obéit encore techniquement aux ordres, mais il ne maîtrise plus pleinement la situation. Puis, le timing se dérègle, car pendant que Claude descend, la garnison du palais, désormais en rébellion ouverte, s'est déjà mobilisée. Ils ont pris les chars. Des hommes qui, quelques heures auparavant, ignoraient tout du coup d'État en cours, sillonnent désormais les rues à bord de véhicules blindés. Et ils n'ont qu'une seule certitude. Le général Avril est toujours détenu au quartier général du corps des Léopards. Ils se mettent donc en route pour aller le récupérer. 2 forces, même objectif, directions opposées. Ils se rencontrent près du Morne Arthur. Les chars aperçoivent le Range Rover. Et à cet instant précis, tout devient clair. Ils l'ont retrouvé. Les chars font demi-tour et se lancent à la poursuite. Mais un Range Rover est plus rapide que des rails d'acier. Claude accélère, prend de l'avance, les sème, mais pas avant qu'Avril ne comprenne exactement ce qui vient de se passer. Quelqu'un vient le chercher, et cette prise de conscience change complètement la donne. Car Avril sait désormais qu'il peut encore compter sur des alliés fidèles. Il sait que le palais riposte.
Il sait que la situation n'est pas désespérée. Il passe donc à l'action. Il ne discute pas. Il ne menace pas. Il persuade. Il convainc Claude de ne pas se rendre au point de ralliement. Pas à la maison sûre. Pas comme prévu. Au lieu de cela, il le dirige vers la demeure du général Romulus, son camarade de classe, son allié, quelqu'un en qui il a confiance. C'est un petit détour sur la carte. Mais cela met fin au coup d'État. Dès leur arrivée chez Romulus, Avril n'est plus une détenue. Il reprend les commandes. De cette maison, il décroche le téléphone et appelle le Palais national. Il leur donne sa position exacte et en quelques minutes, Maintenant, les rôles sont inversés. L'homme arrêté est en cours de sauvetage et les hommes qui ont lancé l'opération sont piégés à l'intérieur du palais. Rébus, Guy François, Léon Scalo et le général Biambi. Ils sont tous désormais prisonniers, à l'intérieur du même bâtiment qu'ils avaient tenté de contrôler quelques heures plus tôt. Et Biambi commence à craquer. Rébus assiste à la scène en direct, la panique, la prise de conscience, l'effondrement de l'autorité. Parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et Rébus ne l'adoucit pas. Il lui dit sans détour, c'est exactement ce dont il l'avait averti. Ils étaient en pleine opération. Une opération précise, structurée, planifiée. Et au lieu d'exécuter ce qui avait été convenu, Biambi a dévié. Maintenant, ils sont encerclés. Maintenant, ils sont démasqués. Maintenant, ils pourraient ne pas en sortir vivants. Et à ce moment précis, alors que les soldats se retournent les uns contre les autres, que les chars sont déjà dans les rues, que la chaîne de commandement est brisée, Rébus donne une dernière instruction. Pas de panique, pas de lâcheté, et aucune confrontation entre soldats. À l'intérieur du palais national, tout se résumait à un face-à-face tendu. 10 soldats, un officier et une grenade qui pouvaient tout anéantir en quelques secondes. Ils lui ont annoncé qu'il était en état d'arrestation. Il n'a pas bougé, pas au début, car il ne pensait pas à lui-même. Il pensait aux 10 hommes qui étaient entrés dans ce palais parce qu'il le leur avait ordonné. Et il l'a clairement fait savoir. Cela ne se fera pas selon vos conditions. Il leur a dit sans détour, personne ne l'arrêtera. Il peut se rendre, oui, mais seulement si son détachement s'en sort vivant. Sinon, la situation dégénère complètement. Un fusil dans une main, une grenade dans l'autre. S'ils veulent du sang, il leur en donnera, mais aucun de ces hommes ne tombera le premier. Voilà la limite. Et pendant un instant, il reste suspendu là. Les soldats du palais lui disent qu'ils ne veulent pas de violence. Ils lui disent qu'ils le respectent, que la situation n'a pas besoin de s'envenimer. Et il ne recule pas. Il émet un ordre. Ces hommes refusent. Ils ne veulent pas l'abandonner. Mais le rang compte toujours. L'autorité demeure. Ils tranchent net. Il ne s'agit pas d'une discussion mais d'un ordre. Ils s'en vont. Puis il fait quelque chose de précis. Il fait venir un sergent du palais, une de ses connaissances, et le charge d'escorter son détachement hors des lieux en toute sécurité. Non seulement hors du bâtiment, mais jusqu'au quartier général de l'armée. Puis, jusqu'à la caserne du corps des léopards. Étape par étape, contrôler, vérifier. Et ce n'est qu'après confirmation, ce n'est qu'une fois ces hommes en sécurité, qu'il accepte de se rendre. D'ici là, la grenade reste dans sa main. Le temps s'étire. Avril n'est toujours pas rentré au palais. Tout reste incertain. Puis vient la confirmation. Ces hommes sont sortis. Ils ont réussi. Ils se dirigent vers la caserne. Ce n'est qu'alors que Rébus baisse ses armes. Fusil, pistolet, grenade. Tout a été remis. Pas de lutte, pas de sang. Les soldats du palais escortent le colonel jusqu'au bureau de Biambi. Et à l'intérieur de cette pièce, la réalité de l'effondrement devient visible. Biambi est là. Léon Scalo est là. Tous deux en état d'arrestation. Mais il manque un nom. Guy François. Ni détenu, ni entravé. Assise dehors, dans l'espace réservé au secrétariat, sans être inquiété. Car juste en face du palais se trouve la caserne des Salines, la plus grande garnison de l'armée, commandée par Guy François. L'arrêter, c'est risquer une confrontation militaire de grande ampleur. Donc non, ils l'ont laissé partir. Et voilà,
L'équilibre des pouvoirs au sein du palais n'est plus une question de justice, mais d'éviter la guerre entre les unités. 3 hommes sont détenus, Rébus, Biambi, Qualo. Ce sont ceux-là qui seront contraints de quitter le pays. Les heures passent, aucune réponse, aucune indication claire, juste du mouvement. Des agents entrent, le regardent, chuchotent, puis repartent. Des soupçons sans explication. Et ailleurs, une autre décision scelle discrètement son destin. Car lorsqu'Avril a été enlevé de chez lui, il n'était pas seul. D'autres personnes ont été arrêtées avec lui, civils, associés. Et maintenant, le palais exige leur libération. Mais à la caserne du corps des Léopards, il explique à Claude exactement ce qui se passe. Tu participais à une opération avec Rébus. Quelque chose a mal tourné. Et puis, il fait quelque chose qui fiche tout. Sa main se porte à la détente, et il le dit clairement, ces gens-là ne partiront pas. Pas avant le retour du colonel, pas avant qu'il ne soit en sécurité. Aucune négociation, aucune ambiguïté. Cette simple décision change la donne, parce que maintenant, il y a un levier. Voilà maintenant une raison de le garder en vie. Rébus ne le sait pas encore, assis dans ce bureau, mais ce moment, ce refus, vient peut-être de le sauver. Car ailleurs, la conversation prend une tournure plus sombre. Des voix s'élèvent, celles d'officiers proches d'Avril, pour dire le contraire. Faire un exemple. Exécutez-les. Finissez-en proprement. Envoyez un message. Et pendant des heures, personne dans cette pièce ne sait quelle tournure cela va prendre. Ils restent assis là toute la journée, prisonniers du même palais qu'ils ont tenté de prendre, attendant une décision qui n'a pas encore été prise. En milieu d'après-midi, vers 15 heures, quelque chose change. Un simple sergent se présente au bureau et lui annonce qu'on l'emmène à une réunion. Sans explication, sans détail. Juste un mouvement. Et dans un bâtiment où chaque décision a désormais des conséquences mortelles, cela suffit à faire monter la tension. Il marche. Pas de menottes. Pas de lien. Juste des hommes armés escortant un prisonnier qui, quelques heures plus tôt, dirigeait l'opération. Ils l'ont mis dans un char. Puis, le sergent Hébreu apparaît. Hébreu lui informe qu'il y avait un problème. Les personnes arrêtées chez Avril, celles qu'on n'aurait jamais dû arrêter, sont toujours détenues à la caserne des Léopards. Le palais tente depuis ce matin de négocier leur libération. Rien. Aucune obéissance, aucun mouvement, aucun compromis. Et soudain, toute la situation repose sur ce refus. Il écoute, puis il tranche net. Quel rapport avec moi? Il leur rappelle qu'il est en état d'arrestation, un prisonnier, sans ordre, sans autorité, sans pouvoir donner d'ordre. Alors pourquoi l'avoir amené ici? On lui annonce qu'un nouveau commandant a déjà été nommé à la caserne, colonel Lionel Claude. Ce nom change instantanément l'atmosphère, parce que Claude était censé faire partie de l'opération. Et lorsqu'il l'amène, le prix de cet échec se lit sur son visage. Gonflé, meurtri, à peine reconnaissable. Les soldats du palais ne se sont pas contentés de l'interroger. Ils l'ont battu, presque à mort. Car selon eux, Claude s'était retourné contre son propre supérieur. Il avait commis une erreur, et ils se sont assurés qu'il en paie le prix. S'il est encore en vie, c'est uniquement grâce à l'intervention de quelqu'un, la femme d'Avril, elle-même officier de l'armée. Sans elle, Claude n'aurait jamais pu sortir de cette pièce. Et maintenant, ce même homme, brisé, tenant à peine debout, est présenté comme le nouveau commandant du corps des Léopards. C'est le contrôle par la survie. C'est une autorité reconstruite à partir de la peur. Il ramène Rébus au bureau. Les heures passent à nouveau. Puis, à 18 heures, tout change. Ils reviennent le chercher. Cette fois, il ne s'agit pas d'une réunion vague. Il entre dans le bureau et le voit, calme, serein, déjà de retour à la tête de l'armée qui, quelques heures plus tôt, le détenait. Il salue. Avril le reconnaît, puis se met à parler comme si le chaos n'avait jamais altéré son contrôle. Il le présente comme un fait historique, comme quelque chose qui sera réglé plus tard. Une conversation qui aurait dû avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu. Puis il pivote, car maintenant, il y a un nouveau problème. Et celui-ci
est plus important que le coup d'État. L'une des personnes emmenées de chez lui est un citoyen américain, toujours détenu, toujours à l'intérieur de la caserne du corps des Léopards. Et selon Avril, les États-Unis ont lancé un ultimatum, libérez-la ou vous subirez une invasion. Voilà la pression qui pèse désormais sur nous. Pas seulement un effondrement interne, une escalade internationale. Et une fois de plus, Rébus riposte. Quel rapport avec moi? Il n'a pas ordonné son arrestation. Il ignorait même sa présence. Et Avril, en tant que chef de l'armée, a toute autorité pour ordonner lui-même sa libération. Mais Avril donne la même réponse que le palais répète depuis ce matin. Ils ont essayé. Les soldats n'écoutent pas. Ils tiennent bon. Et il n'y a qu'une seule voix à laquelle ils pourraient obéir. Alors maintenant, après tout ce qui s'est passé, après le coup d'État manqué, après l'arrestation, après des heures de détention, on demande à Rébus de reprendre le commandement, juste le temps de régler une situation qui pour... Rébus ne l'accepte pas sans réserve. Il est clair, il ne peut pas rappeler pour quelque chose qu'il n'a jamais commandé. Mais il accepte une chose. Il leur parlera. Ils apportent la radio. Ils connectent la ligne. Et lorsque la voix répond depuis la caserne du corps des Léopards, c'est une reconnaissance immédiate. « Colonel, j'ai entendu ce qu'ils vous ont fait. » Une pause. « Vous ont-ils fait du mal au palais national ?» Un silence s'installe pendant une seconde après que le sergent a demandé s'il avait été blessé. Et cette question est plus importante que tout ce qui se passe en Haïti en ce moment. Car à l'autre bout du fil, ils sont prêts à riposter. Pas symboliquement, pas politiquement, physiquement. 10 coups pour chaque coup qu'il pense qu'il a reçu. Rébus l'arrête donc immédiatement. Personne ne m'a touché. Il leur ordonne d'envoyer une délégation. 30 officiers, au Palais national, face à face. Cette demande a un tout autre impact. Car lorsque Rébus prononce ces mots, le général Avril réagit immédiatement. Non pas avec colère, mais plutôt avec inquiétude. De quoi parles-tu ? Rébus l'explique clairement. Les soldats de la caserne des Léopards ignorent ce qui se passe. Ils pensent que leur commandant est peut-être mort. Ils ont l'impression d'assister à une trahison en direct. Et ils sont armés. Ils le soulignent clairement. Vous avez peut-être une 50aine d'hommes armés ici. Ils ont un bataillon entier là-bas. Si vous voulez que cela se termine sans effusion de sang, il faut qu'ils me voient, qu'ils m'entendent et qu'ils me comprennent. Avril est donc d'accord. Environ 1 heure plus tard, le palais les reçoit. 30 officiers, armés, disciplinés, surveillant tout. Et au centre d'eux, le colonel Claude, meurtri, gonflé, toujours debout. Il entre dans la pièce et fait ce que le protocole exige. Il demande qu'on le salue. Personne ne bouge. Pas une seule main ne se lève. Rébus intervient alors. Il se lève et donne lui-même l'ordre. Cette fois, ils obéissent. Puis, il va droit au but. Y a-t-il encore des personnes détenues dans la caserne ? Oui. Et il coupe net. Je n'ai jamais donné cet ordre. Libérez-les. Pas de discours, pas d'explication, juste des ordres. Et les soldats ne refusent pas. Mais ils ne s'y conforment pas entièrement non plus. Parce que leur situation est simple. Ils obéiront à l'ordre. Mais seulement après avoir su qu'il était en sécurité. C'est la ligne qu'ils maintiennent. Pas l'autorité d'Avril, pas le palais. Lui. Il prend donc sa décision sur le champ. Il leur annonce qu'il va quitter le pays. Pas de retour à la caserne. Il se tourne alors vers Avril et lui demande une seule chose. Sa famille, sa femme, ses enfants. Ils sont amenés, escortés, transférés à l'aéroport sous escorte. Et puis, les dernières pièces du puzzle s'assemblent, exactement comme l'histoire l'a relaté. Suite à l'échec de la tentative de renversement de Prosper Avril, survenu le 1er au 2 avril 1989, 3 officiers clés, Himmler Rébus, Philippe Biambi et Léon Scalo, ont bénéficié d'un sauf-conduit hors d'Haïti afin d'apaiser les tensions au sein de l'armée. Rébus embarque dans l'avion avec sa famille, quitte Haïti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car lorsqu'ils atterrissent aux États-Unis, quelque chose d'inattendu se produit. Il n'y a pas de plan pour eux, pas de classification claire. Ils possèdent des visas valides. Ils n'ont pas demandé l'asile.
Et soudain, ces mêmes hommes qui venaient de sortir d'un coup d'État se retrouvent dans un centre de détention à Miami, sans procédure, sans définition précise, et tout simplement disparus. Personne ne sait où ils sont. Jusqu'à une petite pause. Un autre détenu les reconnaît, comprend parfaitement qui ils sont. Et au lieu d'utiliser sa communication téléphonique pour lui-même, il la leur cède. Cet appel change tout. Le colonel parvient à rejoindre son frère au téléphone. Son frère appelle des avocats. Et lorsque ces avocats arrivent, la situation bascule à nouveau. Car les États-Unis doivent désormais répondre à une question à laquelle ils n'étaient pas préparés. Pourquoi ces hommes sont-ils détenus et sous quelle autorité? La pression monte. Aller et retour. Confusion au plus haut niveau. Et finalement, la décision tombe. Ils ne les garderont pas. Ils les font sortir. Destination Venezuela. Ainsi s'acheva l'aventure du colonel Himmler Rebus.